journaliste à Chérie FM, une radio de femmes, donc je suis vraiment contente de participer à ce débat, entre guillemets. Enfin, c'est surtout les témoignages, et je vais surtout laisser la place à Lorraine, Karina, Laure et Justine pour qu'elles nous racontent leur parcours qui a été parfois semé d'embûches, mais c'est bien, vous êtes toutes relevées, puis vous avez toutes des super projets et fait des super trucs. Donc, moi, je veux bien qu'on commence avec toi, Lorraine. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes, merci. Faut que tu parles un peu plus fort. Faut que je parle plus fort. Donc, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'étais moi-même dans le public en 2017 sur le salon professionnel à Nantes, près de la gare. Moi, aujourd'hui, j'ai un parcours salarié de 10 ans en communication principalement et en gestion de projets événementiels. En 2017, j'ai fait une formation continue pour une reconversion en responsable communication. Donc, voilà, je suis redevenue étudiante à Audencia. Ce qui m'a permis d'acquérir un nouveau poste chez Airbus en communication interne jusqu'au 13 mars 2020. 13 mars 2020, veille du confinement, ma mission s'est arrêtée. Je me suis retrouvée en recherche d'emploi. Ce n'était pas évidemment le bon contexte. Donc j'ai décidé de développer un projet entrepreneurial qui me tenait à cœur depuis très longtemps, puisque je suis pilote de montgolfière dans mes loisirs, c'est ma passion, couturière également, et j'ai souhaité réunir les deux pour développer une marque de création fabriquée à partir de toiles de montgolfière recyclées. Et peut-être tu pourrais nous dire le nom de ta marque qui est bien sûr. Donc la marque s'appelle Mesdames, Messieurs, en 4 mots, comme vous pouvez le lire peut-être sur le tableau. Mesdames, parce que c'est le nom qu'on donne aux montgolfières, les grandes dames, et messieurs, et bien pour les cieux dans lesquels moi-même je pilote et j'emmène des passagers voler dans la région et au-delà. Voilà. Et donc ça a fonctionné. Donc cette marque, je l'ai lancée au printemps 2021, c'est tout récent. Il m'a fallu 9 mois de gros efforts, donc pendant toute la période du confinement, enfin des confinements, pour pouvoir monter ce projet, prototyper moi-même en termes de modèle, créer donc toute la stratégie de marque et la stratégie commerciale. Je me suis fait accompagner par la BGE Atlantique Vendée, qui a été un très bon partenaire pendant 1 mois et demi, le parcours entrepreneur, qui est ouvert soit en accompagnement individuel, soit collectif, et vous pouvez aussi bénéficier selon certains critères. Et donc suite à ça, le lancement s'est fait au printemps, en mai-juin, par une campagne de pré-vente des créations qui a fonctionné. Et donc j'ai lancé la fabrication par un atelier d'insertion et 2 artisans en thèse pour livrer toutes les préventes en juillet. Et maintenant, donc, je continue le développement avec toutefois, mais on en parlera peut-être après, je vais laisser la parole, les contraintes logistiques et les coulisses du projet font qu'aujourd'hui, je me pose des questions sur la suite. Mais tout le temps de ce parcours-là, est-ce que par exemple tu as été soutenue par ta famille, par tes proches? Est-ce qu'il faut se libérer du temps pour se former ou pour apprendre? Tout à fait, j'ai toujours été soutenue quel que soit le projet de formation continue en 2018. J'étais très soutenue par mon entourage et là de nouveau dans mon projet entrepreneurial, très soutenue en tout cas moralement. Financièrement, je suis quelqu'un qui ne prend pas de risque, donc je prends sur mes données personnelles, mais en tenant compte de ne pas aller au-delà de ce que je peux, surtout dans la période qu'on vient de vivre. Mais en tout cas, oui, l'entourage était une clé de réussite et d'encouragement pour pouvoir arriver à mes fins. Et qu'est-ce que tu dirais à l'Assemblée pour qu'elle ose aussi franchir le pas ou se former? Je dirais qu'il faut que chacune écoute ses envies dans un premier temps. Si on a l'envie de créer ou pas forcément, parce que là je parle d'entrepreneuriat, mais il peut y avoir de l'intrapreneuriat aussi au sein de vos structures. Quand on a une idée en tête et qu'on sait qu'elle ne nous lâchera pas si on ne la réalise pas, bien il faut tenter, et tant que vous ne prenez pas de risque évidemment, et ça c'est vrai que entreprendre c'est propre à chacun selon le contexte de vie dans lequel on se trouve, selon le niveau, l'échelle, jusqu'où on veut aller dans son projet, et ça c'est propre à chacun. Personne ne peut vous dire
que votre projet c'est un échec parce que vous vous arrêtez à tel niveau ou autre. C'est à vous de mettre la mesure. Et voilà, c'est mon premier conseil. Karina, alors toi, ça s'est passé comment? Parce que tu as pris beaucoup de temps pour faire ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as eu une double formation, donc tu étais un peu enfermée. Oui, du coup, graphiquement, moi je suis dans l'univers en fait, aujourd'hui du graphisme, et c'est quelque chose qui est en moi finalement depuis, je crois, depuis toujours. Donc j'ai eu un parcours professionnel, j'ai été conseillère de clientèle, j'ai aussi également travaillé dans tout ce qui était bâtiment, etc. Et il y avait toujours ce truc au fond de moi qui me disait ouais, non, mais en fait, c'est ça. C'est ce truc-là dont j'ai besoin, c'est ça qui me fait vibrer. Et puis, on laisse le temps, et puis on avance. Et puis, à un moment donné, on a ce fameux déclic où on se dit, bah, j'ai pas envie de me dire à 60 ou 80, peu importe, mais si j'avais su, j'aurais peut-être dû. Je crois qu'il y a rien de pire aujourd'hui que d'avoir des remords ou des regrets. Et du coup, ça a été ce déclic-là. Et j'ai décidé, parce que je suis un peu comme Brad, c'est-à-dire que j'aime bien prendre des risques, mais mesurés, bien évidemment, puisque on est dans une conjoncture où il ne faut pas me faire attention. Mais il y avait ce truc au fond de moi qui me disait qu'il faut vraiment y aller. Et donc là, j'ai fait des démarches. Donc j'ai démarché des écoles, j'ai effectivement rencontré des personnes aussi qui m'ont mis sur cette direction, avec qui j'ai échangé. Et donc j'ai repris en fait un double cursus en formation dans le cadre, à l'époque c'était le FONGICIF, maintenant c'est Transition Pro. Donc avec mon ancien employeur qui m'a effectivement accompagnée aussi. Donc j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que mon employeur a cru en mon projet. Il m'a dit, écoute, on y va ensemble, on va t'accompagner pour que tu fasses cette démarche. Et tout s'est enclenché de façon tellement limpide que ça ne pouvait que se faire de cette manière-là. Mais ce qui est bien, c'est que tu as eu un soutien financier, puis un Oui. soutien familial. Ah oui, j'ai eu un soutien financier donc de par Transition Pro, j'ai eu un soutien familial, puisque effectivement pendant un an en double reconversion, avec un univers graphisme web designer, forcément, la vie privée, il faut savoir faire des choix dès un moment donné. Donc je suis maman de 2 enfants. On va dire que pendant un an, mes enfants n'ont pas beaucoup vu, mes amis non plus, mais ça vaut tout l'or du monde parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis là où je dois être. Donc c'est des sacrifices pendant un an. Alors on passe par un ascenseur émotionnel parfois un peu difficile parce que des fois on n'arrive pas, parce qu'on se rend compte qu'on est moins présente. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, je referai exactement les mêmes choix. Donc voilà un peu mon parcours. Et c'est vrai que oui, 2 formations en une, c'est sport, mais ça se fait. Donc je pense qu'il faut y aller et garder en tête, de se dire, il n'y a rien de pire que les regrets ou les remords. Pas se dire si j'ai fait dessus. Donc s'il y a ce truc, il faut y aller. Et alors, quelle est ta plus grande satisfaction? Ma plus grande satisfaction, c'est mes 2 diplômes que j'ai menés de front, que j'ai obtenus donc, en juin 2020. On a fini en confinement. Donc c'est pareil, ça a été encore un contexte un peu particulier. Ça a été ma plus belle réussite parce que tous les sacrifices que j'ai pu faire pendant un an, finalement, c'était pour être diplômée et puis réussir là où j'entendais parfois, oui, mais au bout d'un trimestre, tu vas être obligé de faire un choix, tu vas lâcher, c'est trop difficile. Et je pense que quand on veut, quand on a envie, quand c'est vraiment quelque chose qui est ancré au fond de vous, on est capable de soulever les montagnes. Donc tu vas aller encore plus loin, parce que j'ai appris que tu allais faire le rallye des gazelles. Oui, je vais encore plus loin. Je me suis embarquée dans cette aventure humaine, rallye des gazelles en mars 2022. Donc un super projet que je réalise avec une amie. On a la chance aussi de pouvoir porter les couleurs d'Endo France, puisque ma copine avec qui on court est atteinte d'endométriose, donc c'est quelque chose, on n'en parle pas assez. Moi personnellement, j'ai la chance de ne pas avoir ça. Maintenant, j'ai vu les dégâts que ça pouvait occasionner et dans mon entourage, donc on y va. Donc là, en plein dedans, donc 100% féminin, on recherche des sponsors, et on sort d'un rendez-vous de ce matin qui s'est super bien passé, qui nous soutiennent. Donc c'est une aventure qui va dans la continuité de ce que je fais, puisque indirectement, je mets mon boulot au service du rallye des gazelles, mais là c'est même plus le boulot, c'est le cœur qui parle avant tout, et ça va dans la continuité de partage, de donner de soi, parce que je pense qu'aujourd'hui le don de soi est hyper important, et quand on donne ne serait-ce qu'un minimum, peut-être que ça déclenchera quelque chose chez les gens, et que ça fera une effervescence et que tout le monde partagera après. Ça c'est un projet plutôt de cœur. Ouais. Et peut-être tu peux inviter l'Assemblée à chausser ses baskets pour aller marcher pour ta... Oui, alors j'ai pas encore fixé la date, puisque du coup on a, donc, dans le cadre toujours du rallye des gazelles, on va donc participer à Andorran, donc ça va être sur les réseaux, vous pourrez voir effectivement sur les réseaux, du coup donc via notre asso, donc c'est les étoiles de cas,
sur les réseaux sociaux, donc sur Insta et sur Facebook. Il y a le site internet aussi, c'est lesétoiles2k.org. On va fixer une date et on va essayer de rallier un maximum de nanas en fait, avec le dossard pour courir pour Hauts-de-France et afficher le dossard et faire un moment sympa, puisqu'il n'y a pas de date précise encore, c'est vraiment un moment entre le 6 et le 21 novembre où on doit se réunir à une date et on fait une marche ensemble, donc c'est aussi l'occasion de se découvrir, de partager aussi entre femmes et puis de faire connaissance. Au-delà du côté humain, ça peut être le côté même professionnel. Enfin, voilà, en fait, on peut faire que des belles rencontres dans ce genre de contexte, donc ça sera avec plaisir. Si je vous revois sur cette période-là, ça sera avec grand plaisir. Voilà un petit peu le... Si quelqu'un veut poser une question. Non, ça va pour le moment. Non. Alors Laure, merci d'être venue parce que Saint-Fulgent, il faut prendre la voiture, hein, il y a des bouchons. Oui. Une heure, ça va. Ouais. Et puis toi, tu as fait un burn-out, on peut le dire. Oui. Aujourd'hui, c'est super. Oui, voilà. J'ai tourné, heureusement. Donc oui, moi j'ai travaillé 15 ans en entreprise, j'ai pensé à un poste d'assistante export. Et ensuite, je me suis reconvertie, entre guillemets, dans les ressources humaines pour finir assistante de direction. Et puis là, ça ne l'a pas fait. Voilà, j'ai fait un burn-out, ça a été très compliqué, mais ça m'a permis vraiment de voir ce que je ne voulais plus. Ça a vraiment été le déclic pour moi. Donc j'ai quitté l'entreprise il y a 1 an. J'étais très fatiguée physiquement et moralement. Ça faisait quasiment 1 an et demi en fait que je traînais ce mal-être, cette souffrance en entreprise. Et je me suis laissé le temps de me reconstruire d'abord personnellement. Et en même temps, j'étais accompagnée par Pôle emploi, donc ils m'ont proposé une formation active projet qui a été très révélatrice. C'est une sorte de bilan de compétences, donc on se remet vraiment en cause. On passe des tests et on fait le point sur toutes les compétences et tout le parcours. Et le bilan a été assez révélateur. Donc en fait pour moi c'était la relation d'aide. Et c'est quelque chose que je sentais au fond de moi en fait depuis plusieurs années, notamment aux ressources humaines, aider les salariés. Moi, j'avais vraiment cette envie en fait de les accompagner, de les aider. Et en fait, en entreprise, c'est pas toujours la mission qui est allouée aux personnes travaillant aux ressources humaines. Donc, je sentais ce décalage. Et suite à ce bilan de compétences, j'ai... Est-ce que tu veux juste revenir un peu sur ce bilan de compétences si les gens veulent noter, parce que c'est un bilan de compétences un peu particulier. Oui, alors c'est... en fait, c'est... On peut s'adresser à Pôle emploi. C'était via Pôle emploi qui sous-traite entre guillemets à... moi je l'ai fait avec Retravailler dans l'Ouest, donc je ne sais pas s'il y a plusieurs prestataires peut-être. Et c'est collectif, donc on était une douzaine à peu près. On avait des réunions ensemble, mais aussi un travail personnel sur ordinateur. Donc c'était des questionnaires, des tests de personnalité. Et il me semble qu'il y avait 2 ou 3 entretiens en individuel aussi pour faire le point avec une conseillère. D'accord. Et alors après, c'est là où tu as choisi de faire ta formation? Oui, donc suite à ça, en fait, dans le parcours, on a la possibilité de faire des enquêtes métiers auprès de professionnels pour savoir si parfois on idéalise, donc ça permet vraiment de voir si ça correspond à ce qu'on recherche. Et j'ai cherché en même temps une formation, et donc la formation moi, qui me convenait, c'était relaxologue. Alors explique parce que... Relaxologue, c'est un mélange de différentes techniques. C'est de l'hypnose, de la sophrologie, de la méditation pleine conscience, art-thérapie, yoga, enfin il y a plein d'outils bien-être dans cette formation. Et donc moi, ça me parlait par rapport à moi personnellement, pour pouvoir rebondir par rapport à ce que j'avais vécu. Donc dans un premier temps, c'était plus un cadeau en fait que je m'offrais. Je venais d'avoir 40 ans, je me suis dit bon allez, je suis à la moitié de ma vie, si on peut dire comme ça. Je dis allez, maintenant j'ai 3 enfants, donc j'ai passé beaucoup de temps pour mes enfants. J'ai dit je m'offre ce cadeau. Oui, parce que c'est toi qui as payé ta formation. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'aide Pôle emploi ou les organismes, personne. Et on peut dire le prix pour que les femmes aient une idée Oui, alors c'était sur 2 cycles et c'était 2 500 € par cycle.
Et donc ça t'a pris beaucoup de temps, ça veut dire qu'il a fallu que toi aussi tu aies le soutien de tes proches? Oui, de mon mari, parce que c'était les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, tous les 15 jours sur 5 mois, et le dernier mois c'était tous les week-ends. Donc ça a été d'abord pour moi aussi un défi de dire que je n'étais pas indispensable et de confier la gestion de la maison et des enfants à mon mari, de lui faire confiance tout simplement. Pour moi ça a vraiment été une étape hein, et en fait ça a été très révélateur puisque le fait ils s'en sont sortis très très bien et même plus en fait au-delà des espérances puisqu'ils ont fait plein d'activités. Mon mari n'était pas forcément il ne partageait pas forcément beaucoup d'activités avec les enfants. Et là, le fait de se retrouver ensemble tous les 4 les week-ends, eh bien, ils se sont pris en main. Et ils ont fait des activités, ils ont été se promener en forêt, ils ont fait du vélo, ils ont fait plein de choses ensemble. Et pour ça, c'était vraiment très chouette. Donc, tu as eu ta formation? Oui, j'ai eu ma formation. Donc, j'ai été certifiée fin juillet de cette année. Et j'ai ouvert mon cabinet de relaxologue depuis septembre. Donc, ça fait 1 mois et demi. Et parle-nous un peu de la clientèle des patients, qui vient... Oui, les clientèles. Les patients, c'est réservé au milieu médical. Les clients qui viennent sont des clients, alors pour l'instant ceux que j'ai accueillis, il y a une personne qui était en phobie sociale. Donc c'est une personne qui n'arrivait plus à aller chez son coiffeur par exemple, ou avait du mal à emmener ses enfants à l'école le matin. Dès qu'il voyait une personne qu'il connaissait, il était en crise de panique. Donc je l'ai aidé par l'hypnose en fait à lui faire prendre du recul sur la situation et à l'accompagner avec des techniques aussi de respiration, c'est plutôt la sophrologie, à l'accompagner vers une prise de recul et puis gagner confiance en lui aussi. J'ai accompagné aussi un enfant qui, suite à un traumatisme, ne voulait plus manger de choses solides. Il ne mangeait plus que des purées, des glaces, des choses comme ça. Donc sa maman évidemment était très inquiète. Et par l'hypnose, encore une fois, on a réussi à le faire, le sortir de son problème en fait, et à l'amener sur de l'apaisement et à lui faire le faire manger solide sans s'en rendre compte en fait. C'était un petit peu le défi de faire quelque chose. Et parmi les projets, c'est de pouvoir entrer dans les collèges. Alors actuellement, je fais aussi des ateliers les mardis après-midi dans un collège. C'est un collège qui a remodifié tout son programme scolaire pour pouvoir proposer aux collégiens tous les mardis après-midi des ateliers qui ne sont pas dans le programme scolaire. Donc c'est sculpture, ça va être généalogie, ça va être relaxation, plein de choses différentes. Donc déjà je trouve que c'est super le concept du collège. Et donc j'ai proposé d'animer ces ateliers de relaxation et on sent que vraiment les collégiens en ont besoin parce qu'ils n'ont pas les outils pour apprendre à se relaxer, ils n'ont pas les outils pour gérer leur stress et ils ont du stress, notamment les évaluations, ça les stresse énormément. Là ils ont le cross cet après-midi, donc mardi on a fait toute une séance justement sur comment aborder le cross pour que ce soit quelque chose de pas anxiogène pour eux. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur de développer dans d'autres établissements scolaires. Et en fait, le point aussi où j'aimerais aller, c'est entrer dans les entreprises et proposer aux salariés des séances de relaxation sur la pause méridienne pour pouvoir les accompagner à faire vraiment une pause en fait et prendre du temps pour eux. Se relaxer pour repartir en fait, rebooster et être efficace l'après-midi. Alors quel pourrait être ton message? Alors moi mon message c'est même si ça semble compliqué, écouter sa petite voix. Je te rejoins sur le fait que écouter son intuition et oser en fait, oser y aller, oser essayer. Moi je suis convaincue qu'il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences et on apprend en fait de ces expériences. On s'enrichit en fait de ces expériences-là. En fait, moi, j'ai pas forcément de vision vraiment de ce que je veux faire. En fait, je suis sur un chemin et c'est la vie qui va m'apporter,
va me diriger en fait. Et j'essaye de rester en alignement avec qui je suis, en cohérence avec mes valeurs en fait, tout simplement. Et tu étais déjà venue au salon? Alors j'ai pas participé, j'ai vu l'année dernière les visios, puisque c'était en distanciel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée en fait, parce que j'étais vraiment à une période où j'étais en reconstruction, avec besoin d'inspiration, besoin de voir que d'autres personnes avaient réussi. Et ça a été déterminant dans ma reconversion. Bon, ben, j'espère que ça va donner envie aux gens de se relaxer. Justine, tu es la plus jeune et alors tu es slasheuse. Déjà, c'est dur à dire. Alors, c'est quoi slasheuse? Comme le montrait sur la présentation, quand elle est encore affichée, c'est le principe de la barre slash sur le clavier d'un ordinateur. C'est que j'ai plein de métiers, et en l'occurrence, moi, c'est plein de métiers en même temps, au même moment. Et donc, des slash, ils s'en ajoutent régulièrement. Malheureusement, il n'y en a aucun qui s'enlève pour le moment. Donc, ça demande une sacrée organisation. Mais à ce jour, je suis coordinatrice d'une communauté locale qui s'appelle Paumé de Nantes. Paumé de Nantes, PAUME.E.S. Qui est la communauté de celles et ceux qui se posent plus de questions qu'ils ou elles n'ont de réponses et qu'on rejoint quand on a envie de tout plaquer. Donc, typiquement, vous êtes la cible. Donc, c'est une communauté assez mixte qui est reliée à c'est un collectif plutôt qui est relié à une association qui s'appelle Make Sense, qui est une association dans l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif d'accompagner tous les entrepreneurs sociaux qui veulent avoir un impact positif avec leurs projets. L'idée, c'est de les accompagner à créer leurs projets, à augmenter leur impact. Et donc cette communauté est nationale, il y a 20 000 personnes à peu près sur le groupe Facebook national et 2500 à Nantes, un podcast et régulièrement des rencontres, ce qu'on appelle des apéros paumés. Et sur quel thème par exemple? Le dernier, c'était paumé dans mes valeurs professionnelles. Ça tombe bien. C'était pas mal. Et on était dans un espace de coworking à Nantes qui s'appelle l'Accordé. Un des prochains, c'est paumé dans mes finances personnelles. Où est-ce que je mets mon argent pour qu'il ne détruise pas la planète? Il y en a un qui me tient à cœur, qui est paumé dans la masculinité, ou dans ma masculinité. J'aimerais organiser un ciné-débat sur un film qui s'appelle Make Me a Man, qui est sorti récemment d'une réalisatrice qui s'appelle Maïla. Enfin, voilà, il y a plein de thématiques. Et un autre que je suis en train de préparer, j'ai rendez-vous avec la Banque de France la semaine prochaine, paumée dans mon surendettement et dans mes dettes, étant une cliente de la Banque de France. Donc ça, c'est mon premier slash. Le deuxième, c'est que je suis babysitter depuis 2 ans, d'une petite Alice, 5 ans, et que j'aime beaucoup. Je la vois grandir du coup, et ce qui est très bien, donc j'ai un contrat avec une particulière, avec la mère d'Alice, et donc je la garde tous les mercredis après-midi. Et ce qui est vraiment génial et rassurant, notamment quand on a un besoin de sécurité, c'est que je sais que tous les mois j'ai entre 200 et 300 euros qui tombent sur mon compte en banque, et que ça c'est de l'argent qui rentre régulièrement. Pour ce qui est de la question de la sécurité. Et aussi, ça m'apporte beaucoup d'ancrage et de recentrage, de savoir que tous les mercredis, je sais où je suis et que c'est peut-être mon seul rendez-vous fixe dans tout mon emploi du temps hebdomadaire. Le troisième slash, je suis facilitatrice et formatrice de cours de savoir-être, savoir-devenir pour les étudiants. Donc j'interviens en classe avec des lycéens et des post-bac sur tout ce qui est compétences, on peut appeler ça des soft skills, vraiment autour de la connaissance de soi, communiquer, savoir coopérer, savoir identifier ses talents. Donc on utilise des outils comme le DISC, DISC, l'Ikigai, qui sont des outils que vous avez peut-être déjà rencontrés. Et donc ça, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Awake, comme le verbe awaken. Et j'interviens essentiellement à Nantes, aussi à Lyon, et je peux être amenée à bouger un petit peu. Je travaille pour eux depuis septembre.
Donc ça, c'est le 3e slash. Le 4e. Tu l'as amené avec toi, non? Le 4e, je l'ai amené avec moi. C'est un livre. Je suis co-autrice d'un livre qui s'appelle Va te faire vivre, sous-titre Surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées, qui est sorti le 8 septembre aux éditions Marabout. Donc on est 3 auteurs, autrices nantaises, Mathieu, Mao et moi-même. On a écrit ce livre entièrement en écriture inclusive avec beaucoup d'improvisation et d'invention de mots. On s'est bien marré. Et donc on l'a vraiment écrit à la base ce livre pour nos petits frères et sœurs. Donc moi j'ai 30 ans, mes petits frères ont 18 et 21 ans et on a voulu transmettre un peu tout ce qu'on a compris de tout ce qui allait et de tout ce qui n'allait pas. Suite à nos expériences dans le monde du travail, à l'école, on aborde 6 thématiques. Et en fait, on s'est rendu compte que ce livre, il plaît aussi beaucoup aux parents. J'ai une lectrice qui m'a fait un retour très pertinent, donc qui se trouve être ma mère, qui m'a dit tous les parents devraient le lire. Voilà. Croyez ma mère, c'est... Donc, je me suis dit que si ma mère valide, c'est bon, je pouvais prendre toutes les critiques du monde, c'était ma plus grande peur. Qu'elle n'apprécie pas le livre. Et donc, alors pourquoi tu t'es retrouvée au salon professionnel? On peut se dire que tout va bien pour toi là. Moi, la reconversion, c'est quand même un parcours depuis fin 2016, donc ça fait 4 ans. Et ces slash, ils ne sont pas arrivés en même temps. C'était 4 ans où ça s'est ajouté au fur et à mesure. J'ai fait un burn-out aussi en 2016. J'ai eu besoin d'être accompagnée, d'abord sur le plan professionnel. À l'époque, début 2017, j'étais à Paris. À la base, j'étais dans la grande distribution, j'étais commerciale en grande distribution suite à une école de commerce pour laquelle j'avais fait un prêt de 35 000 € en espérant sortir avec un salaire de 40 000 € brut première année. C'était pas vrai. Et j'ai fait un burn-out assez rapidement dans le monde de la grande distribution et du commerce. Donc je me suis reconvertie avec quand même une petite pression financière de vivre à Paris et d'avoir un prêt à rembourser tous les mois. Et donc j'ai fait un programme qui s'appelle Switch Collective, Fais le bilan, qui était à ses débuts à l'époque, qui est à la fois possible en ligne et en présentiel, mais donc en présentiel c'est que à Paris et à Lyon, qui aujourd'hui est finançable par le CPF. Et donc c'est une forme de bilan de compétences 2.0, c'est un peu comme ça qu'il l'appelle, qui m'a beaucoup apporté. Parce qu'en fait, il m'a surtout aidé à accepter, à traverser la peur qui peut être générée par le fait de se reconvertir sans avoir la moindre foutue idée de quoi faire, à part commercial, sachant que je ne savais même pas pourquoi j'étais commerciale. Je me suis rendu compte au bout de 5 ans d'études dans le commerce et de 2 ans et demi d'expérience dans le commerce que je détestais ça. Donc voilà. Et peut-être pour revenir à ta question, j'ai tendance à faire ça dans tous les sens. Peut-être, oui, ça a été très progressif en fait. Mais le fil conducteur, ça a été le bénévolat. En fait, j'étais sur le terrain. Je suis bénévole depuis 4 ans pour l'association Make Sense. J'ai animé beaucoup d'ateliers en intelligence collective pour des entrepreneurs sociaux. Donc là, l'idée, c'était de ramener dans une salle plein de cerveaux, comme par exemple tous vos cerveaux, mais plutôt une vingtaine de personnes, un ou une entrepreneur sociale, et d'aider ces personnes à résoudre des défis. Donc je me suis formée sur le terrain, et puis de fil en aiguille, j'ai été attirée par certaines thématiques, dont la plénitude. Et voilà. Et donc j'ai cheminé, et je suis partie sur Nantes début 2019. Ça a été le début de ma deuxième... C'est la deuxième fois que j'étais au chômage, le 1er janvier 2019. Et là, j'ai expérimenté. J'ai développé la communauté paumée de Nantes sur Nantes. J'ai essayé de trouver un travail, ça n'a pas marché. J'ai fait une rechute, une deuxième dépression. Donc il a fallu que je remonte un petit peu en selle aussi. J'ai testé plein de choses. J'ai été bénévole dans plein de projets. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire que je serais peut-être bien à être entrepreneur. Je me suis sortie du surendettement. Donc tout ça, ça a été tout un programme sponsorisé par Pôle emploi, qui pour le coup
moi pour le coup c'est pas l'accompagnement de Pôle emploi, parce que j'ai fait Active Créa une fois, Active Projet 2 fois, mais comme j'allais dans beaucoup de rencontres de type professionnel, des salons comme professionnels à Paris, à Nantes, je commençais à être outillée, être plus expert que les experts eux-mêmes. Je pense que c'est peut-être potentiellement votre cas aussi. Mais c'est plus le fait d'avoir cette sécurité-là financière. Et aujourd'hui, j'ai encore des indemnités parce que j'ai travaillé et que c'est ça qui me permet en fait de prendre des risques et qui m'a permis aussi de me sortir du surendettement, de monter un dossier Banque de France et d'investir aussi par exemple pour être coachée. Je me suis offert un financement privé de 2 000 € pour être coachée en tant qu'entrepreneur, pour monter mon projet. Et tout ça, en fait, c'était pas finançable par Pôle emploi. Et le fait d'avoir plusieurs casquettes, tu le vis assez facilement ou tu as l'impression des fois d'être complètement débordée? Parce qu'il faut beaucoup d'énergie quand même. C'est marrant, j'en parlais avec mon conjoint hier soir, puisqu'on a échangé hier au téléphone, et tu me disais que peut-être que j'avais l'air d'une hyperactive. Et j'avais envie de lui dire, mais s'il savait à quel point j'ai des moments où je glande. Déjà, j'ai pas d'enfant, j'ai un chat et 2 poules, conjoint. Je suis en colocation, mais pas d'enfant. Donc déjà, ça facilite déjà un peu les choses en termes de prise de risque, je dirais. Et après, c'est ma manière de fonctionner. J'ai essayé de faire des plans, et moi, les plans, ça m'angoisse. Je suis quelqu'un de très flexible et pendant très longtemps, j'ai vu ça comme un énorme défaut que j'ai essayé de corriger. Et évidemment, ça ne marchait pas. Et finalement, quand je me disperse, je vais dans tous les sens, je papillonne. Et quand j'entends ça dans la bouche de ma mère, ça me fait des montées d'angoisse et je me sens très mal. Ou de la part de gens qui peut-être ont une carrière plus linéaire ou dans le salariat. Mais en fait, c'est ma manière de fonctionner, donc c'est hyper facile. Mais c'est un peu nouveau, j'ai l'impression, ces métiers à plusieurs casquettes. Parce que moi, ma génération, on est tous on suit un peu notre métier, notre parcours professionnel tout au long de notre vie. Et ça, j'ai l'impression que les jeunes, vraiment, ils ont une facilité plus à faire ça, non? En fait, je dis que j'aimerais bien voir les stats, de voir depuis combien de temps être slasher ou slasheuse, ça existe. Potentiellement, si ça se trouve, ça existe depuis toujours. C'est juste qu'on ne reconnaissait pas forcément des métiers qui... Non, parce que dans mes casquettes, il y en a qui me prennent autant de temps qu'un travail rémunéré, mais par exemple, pour Nantes, je suis bénévole. Mais ça me prend pas mal de temps. Mais je dirais qu'il y a peut-être, surtout avec l'émergence du numérique, on a plus de modèles. Et à force d'avoir des modèles, on est inspiré et on s'autorise plus facilement et on se dit que c'est pas aussi risqué que peut-être certains ou certaines pourraient le dire, ou en tout cas on se dit pourquoi pas moi, et c'est peut-être ça en tout cas je trouve. Si le numérique ça facilite aussi, ça annule les distances, ouais. C'est-à-dire que quand on fait une conférence Zoom, on peut parler à la France entière, il n'y a pas de problème de déplacement qui peuvent prendre des heures. Oui exactement, et c'est vraiment il y a cette connexion directe aux gens qui et moi en fait peut-être je vais répondre à la question que tu n'as pas encore posée mais que tu l'as posée qui est le conseil qu'on peut donner, mais moi c'est entourez-vous de gens qui vous mettent en énergie. Après moi je suis quelqu'un d'extraverti au sens où je vais chercher mon énergie à l'extérieur, donc dans des cafés avec des gens le matin avant la journée de travail ou entre midi et 2 ou comme moi du coup je suis indépendante dans la journée, un peu n'importe quand. Et moi, ça me donne une pêche de fou. Et le fait et je m'entoure d'énormément d'entrepreneurs. Quand j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être que je serai entrepreneur, mais j'ai encore la flip, de me dire que je suis entrepreneur, mais je m'entourais de gens. Voilà. Et ça, j'avais travaillé un temps avec Charlotte Apieto, qui a monté une entreprise qui s'appelle Postadem. Qui est aussi dans le même registre de la reconversion, et qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on, après pareil, je ne sais pas comment ça se vérifie, mais elle dit on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et je me suis rendu compte que plus je m'entoure moi de gens qui sont dans la dynamique vers laquelle je veux aller, plus c'est facile. Donc moi, je crois beaucoup dans l'interdépendance, le fait qu'on ne se construit pas tout seul, donc ceux qui disent qu'on se construit tout seul, c'est des mythos. Enfin vraiment, du coup, donc le conseil, ça serait entourez-vous et allez entourez-vous de gens
qui vous inspire, et de potes et d'énergie positive. Ça paraît bateau, mais c'est tellement... Ça fait écho à ce que tu disais, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que tu n'as pas forcément une vision à long terme aujourd'hui de ce que sera ton projet, le mien par exemple non plus, parce que effectivement se nourrir de ce qui se produit au fur et à mesure des retours qu'on peut avoir de clients, de partenaires, de prestataires, de gens autour de soi, de proches, qui ont un regard aussi sur ce qu'on fait. Tout ça, ça fait cheminer, ça fait avancer. Et l'idée qu'on avait au départ d'un projet, 6 mois plus tard, ou 1 an, ou 10 ans plus tard, il ne lui ressemble pas forcément. Et tant mieux, parce que ça s'est fait comme ça. Et c'est peut-être que ça devait se produire comme ça. Et donc, finalement, il faut laisser l'ouverture aussi à ce qui arrive. Et se dire, tout à l'heure, je crois que tu disais qu'il n'y a pas d'échec. Effectivement, il n'y a pas d'échec, quand bien même l'idée de départ, elle n'est pas celle qui se produit quelques temps plus tard, elle est peut-être différente. C'est pas un échec, c'est l'évolution, et quand bien même aussi un projet s'arrêterait pour X ou Y raison, le but, je pense, c'est de savoir pourquoi ça s'arrête et d'avoir cheminé, d'avoir essayé, et on se nourrit quand même de ce qu'on a fait. Et ce sont, tu disais aussi à juste titre, je suis comme mes quatre, il n'y a pas d'échec, c'est des expériences et quelles qu'elles soient, elles vont prendre une direction en fonction peut-être des personnes qu'on va vous mettre en fait sur votre chemin et s'il y a des erreurs, faut s'en servir justement, il faut prendre le positif, c'est-à-dire que ça peut permettre de savoir ce qu'on ne veut plus faire justement et permettre d'avancer différemment. Et donc non, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment des expériences et il faut en tirer vraiment le positif et savoir en tirer le positif pour mieux rebondir derrière. Et là, je crois que tu disais, planter des petites graines. Oui, moi j'aime bien cette expression de planter des petites graines dans la tête en fait. À un moment donné, on entend quelque chose et puis on garde cette idée dans son inconscient ou dans son conscient. Et en fait, il faut du temps. Moi je suis assez impatiente de nature, mais je sais qu'il faut justement du temps pour que ces petites graines, elles germent. On les arrose de temps en temps et puis il y a des signes aussi qui font que on va voir à un moment donné quelque chose et on va se dire ça fait 2 fois que je vois ça. Voilà, je crois beaucoup aux signes aussi. C'est une direction qu'il faut que j'explore en fait, qu'il serait intéressant que j'explore pour avancer sur ce que j'ai envie de faire. Laurélie, oui, non, en fait, ça me fait penser aussi, quand on est dans un poste ou dans un projet et qu'on voit d'autres partir, changer, on se dit waouh, quelle chance, c'est pas de la chance. Et en fait, chacune, on se crée cette opportunité. Il n'y a pas de chance, les choses ne viendront pas à vous toute seule, à moins de belles rencontres, etc. Mais encore une fois, ces belles rencontres, c'est parce que vous serez allé au bon endroit au bon moment, vous serez tombé sur les bonnes personnes. Donc, tout ça pour dire que on a tout en main son potentiel d'après, mais il faut se bouger aussi. Voilà, ça ne vient pas tout seul. Il faut voir, il faut s'en donner les moyens. Et c'est là où vous parliez tout à l'heure d'accompagnement, le fait d'avoir eu besoin parfois d'un accompagnement parce qu'on n'est pas toujours suffisamment fort pour justement se bouger. Voilà, c'est surtout faire non plus. Oui. Justine, vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais dire un truc sur l'échec. Surtout comme j'interviens auprès des étudiants, c'est une métaphore que j'aime bien, mais en France, on n'aime pas l'échec. C'est quelque chose qui est assez connu. Contrairement aux États-Unis, où ce qui est très très courant, c'est de faire un CV de tous ces échecs. En France, un échec, c'est il y a une faute, on la barre en rouge et on met un 0 sur 20. Quoi. Et moi, en fait, je suis vraiment aussi en train de déconstruire ça au fur et à mesure, et notamment avec mon coaching, je l'ai fait avec une entrepreneuse qui a créé une boîte qui s'appelle Les Aventurières, des entrepreneurs au féminin, plutôt des femmes. Et elle dit un truc qui est, en fait, c'est même pas, je me dis, c'est plus vraiment, il n'y a pas d'échec, c'est en fait l'échec, c'est le chemin. Et il y a un moment, il va falloir se dire qu'on va forcément se manger un échec au minimum et qu'on apprend comme ça. Et déjà se rassurer ou juste de se mettre la réalité en face qu'il y aura des grosses foires, vraiment. Et ça va être bien, c'est ok, c'est pas grave, il y aura comme ça des foires.
Mais En c'est comme attendant ça. ces foirades, j'espère qu'on a planté des petites graines dans Ouais. ces là. Et on vous remercie parce qu'on est obligé de